Vous l'entendez ce soir, en fait, on part pas sur, enfin, on a pris le parti de pas partir sur Bitcoin avec les altcoins ou avec les NFT, comme en parlait Maximilien, ça aurait pu être un parti pris, mais on avait envie d'aller sur ce thème de monnaie, données, monnaie, parce que tout au long de ton documentaire, dans cette interrogation qu'a Satoshi, on sent bien que finalement la donnée, au-delà de la monnaie, est au cœur du sujet. Et c'est vrai que pour les aficionados de Bitcoin, et je le comprends très bien, Bitcoin, c'est tout de suite la monnaie alternative et c'est la classe d'actifs. Et on voit aujourd'hui beaucoup de banques acceptent Bitcoin dans cette logique de classe d'actifs, alors qu'en fait, la révolution Bitcoin, c'est aussi l'ouverture, et Yann pourra en parler pendant des heures, vers l'économie programmable, ce que tu vis à travers la Smart City. Et en fait, on se demande, et c'est une question que je vais vous poser, mais si en fait... pendant qu'on porte notre attention sur la monnaie, et c'est vrai que Bitcoin a eu ce mérite de nous réveiller un peu sur la démocratie monétaire, on ne se posait peut-être pas de questions sur la monnaie, mais pendant que notre attention est tirée sur la monnaie, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de nous endormir sur le sujet de la donnée? Et est-ce que les cigares ne seraient pas en train de changer de bouche, c'est-à-dire du banquier avec son gros cigare qui effectivement est vu comme voilà mon ennemi c'est la finance, finalement les banques, nouvelles banques qui ont le pouvoir, ce sont les banques de données. Et d'ailleurs, tu fais dire à Satoshi, dans un éclair de lucidité dans ton documentaire, cette phrase « En donnant des armes de protection de la vie privée, je donnais aussi un outil pour ceux qui s'accaparent nos données personnelles. » Donc ce pauvre Satoshi, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es posé la question de comment il pouvait voir son invention évoluer, et en quelque sorte, il voyait une déportation. Donc du coup, effectivement, est-ce que vous avez ce sentiment, à la fois Emmanuel, Rémi, qu'effectivement, on devrait porter davantage notre attention sur les enjeux de contrôle et de gouvernance des données? Je partage entièrement, c'est l'enjeu du XXIe siècle. C'est votre enjeu à vous. Effectivement, on est en fumée aujourd'hui, je dirais. Et on perd cette importance que joue la donnée dans notre société. La donnée et le numérique est ubiquitaire et la donnée est au centre de notre vie, de notre société, parce qu'en fait, elle représente la traçabilité de nos actes, de nos faits, même de notre pensée. Et donc là, ça devient très grave si on n'arrive pas à s'approprier cette donnée, à la maîtriser, eh bien, elle nous échappe complètement. Donc je crois que là, il y a un enjeu majeur. On se plaît à dire que la donnée est le prolongement de l'être humain. Elle est consubstantielle. Et ça, il en est de même pour le bâtiment, il en est de même pour la ville, pour la mobilité, pour plein de choses. Et donc, à partir du moment où vous avez compris ça, celui qui a compris que la maîtrise de la donnée est des données, et qui a la maîtrise de croiser ces données, eh bien en fait, a la maîtrise du monde, la maîtrise de la vie. Enfin, et donc là, ça devient très, très grave. Et je dirais même, on va en reparler, mais en fait, on n'a pas fait attention à ce monde numérique qui a émergé. C'est pas si vieux que ça. Et qui est vicié à la base. Parce qu'en fait, la règle, c'est gratuit. Donc effectivement, mais c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on le paye. Et on le paye parce qu'en fait, on donne nos données. Et on donne en fait notre âme. Donc là, je pense qu'il est temps de se reposer les bonnes questions et de réinverser cette tendance. On en reviendra parce que je ne veux pas faire la conclusion là, mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet est vraiment très pertinent. Et puis si on veut... premièrement, ce que je pense, c'est qu'il faut inverser à 180 degrés l'organisation de l'Internet ou de ce monde numérique, parce qu'on a calqué notre modèle de société, notre système, au numérique. Mais là, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans un modèle qui siphonne encore plus, où vous avez que quelques acteurs qui vont prendre la richesse. Donc ça ne peut pas marcher. Et on va arriver à une impasse phénoménale. Parce qu'à la fin, je pense que le citoyen, il se rendra compte. Et quand il aura des chaînes de partout, je pense qu'il n'acceptera pas d'être enchaîné. Donc il faut changer à 180 degrés. Et puis ensuite,
je pense qu'il faut changer de référentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul référentiel, c'est l'argent. Eh bien, il faut changer de référentiel et avoir d'autres référentiels qui soient des monnaies d'échange. Par exemple, l'empreinte carbone, par exemple, l'eau, par exemple, l'énergie, par exemple, le temps de travail, par exemple, l'aptitude à se régénérer, etc. Et en fait, qu'est-ce que je veux vous dire là? Parce que vous dire, peut-être vous dites, il a bu trop de champagne. Eh bien, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que très prochainement, on va tous avoir un wallet. Eh bien, quand je vais aller acheter un kilo de steak ou un jean, ou que je vais rentrer dans un hôtel, eh bien, je vais incrémenter mon wallet, par exemple, du poids carbone que j'ai passé dans cet hôtel, ramené au taux d'usage. Vous comprenez? Donc, le poids carbone global de l'hôtel, ramené au taux d'usage et à mon usage. Eh bien, ça va incrémenter mon poids carbone, comme si je prends le TGV, eh bien, je vais avoir le poids carbone de mon transport en TGV ramené au taux d'usage. C'est-à-dire que si le TGV était vide, bah, effectivement, ça risque de me coûter très cher. D'accord? Je vous le donne pour le CO2. Pareil pour l'eau. J'achète un steak d'eau. Un steak, eh bien, on va remonter, c'est ce que je souhaite, toute la chaîne jusqu'à la production de soja qui alimentait les bêtes et tout. Et donc, je vais avoir d'un seul coup, peut-être, je sais pas moi, 1000 litres d'eau, tokens eau, qui vont incrémenter mon wallet. Puis à la fin, donc, je vais avoir des tas de tokens. Des tas de tokens et des monnaies potentielles que je vais pouvoir échanger. Donc, en fait, on va passer d'un bitcoin à des bitcoins, des tokens. Voilà, des tokens. Et je pense que c'est Satoshi qui nous a ouvert la porte. Mais mais ce que je veux vous dire là, c'est que ça ne peut marcher que si on sait approprier les données, si effectivement il y a une gouvernance des données. Et je pense que j'en parlerai plus tard, mais je pense qu'il faut avoir. On parle d'assemblée. Eh bien, comme je parle d'être à 180 degrés de la gouvernance qu'on a aujourd'hui, qui est une gouvernance centralisée, eh bien, c'était dans une gouvernance décentralisée ou hybride, locale. Et aujourd'hui, si on parle de numérique, je parle d'assemblée numérique citoyenne. Alors, comment ça se dit, une assemblée citoyenne en grec? Presque. Ecclésia. Et donc, pour faire une extrapolation, une église numérique. Voilà. Exactement. Et donc là, je pense que le jour où, effectivement, tout à l'heure, vous me parliez de la finance, vous disiez la finance est une religion. Quelqu'un me disait ça. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas porter de jugement, mais sans parler de religion, je pense qu'effectivement, il est temps, on est à l'aube d'une vraie révolution, on est juste au début de cette révolution numérique. Il faut que les citoyens se réapproprient la gouvernance de la donnée. Et la première chose à faire, c'est ce qu'ont fait les Grecs, eh bien, c'est des assemblées citoyennes numériques qui vont justement évaluer en permanence, de manière contextualisée, dynamique, la valeur de ces tokens, les uns par rapport aux autres et par rapport justement au CO2, à l'eau, etc. Tu pointes du doigt, ce que tu veux mettre en avant, c'est justement tout l'enjeu de gouvernance et de qui décide. C'est-à-dire, demain, j'ai ma carte bleue, d'un coup, je ne peux plus payer parce que je ne sais pas quelle base de données à l'autre bout du monde doit décider que c'était X carbone. Ça, c'est comment je reste en contrôle et en compréhension de ce qui m'est appliqué. D'ailleurs, dans le documentaire, sur la fin, je crois qu'il y a une jeune femme qui témoigne et qui dit, voilà, demain, on ne pourra pas monter dans l'avion parce qu'on n'a pas payé nos taxes. Donc, on sent bien qu'il y a un glissement vers, finalement, une monnaie, c'est un pass, c'est un droit d'accès. C'est un droit d'accéder à, voilà, de grandes vacances ou de plus petites vacances, etc. Et que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est qui décide, avec ce risque des machines à gouverner, d'algorithmes financiers dont on ne comprend plus forcément le sens. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont probablement aussi importantes à saisir que celles dont on s'est un peu tous saisis, voilà, de la monnaie, qui crée, d'où ça vient. Et peut-être pour complémenter, c'est vrai que l'objet de ce que je vous dis, c'est pas de mettre de côté le système financier tel qu'il existe aujourd'hui. De toute façon, c'est pas possible.
mais c'est d'avoir, comme on le disait tout à l'heure avec Raphaël Rossello, un modèle complémentaire qui est là pour justement une autre économie beaucoup plus inclusive, durable, plus basée sur l'usage et non pas sur la propriété. Donc, ce qui va être une économie de l'usage, des communs aussi, de comment on va investir dans des communs et comment on va avoir un usage de ces communs, comment on va monétiser ou valoriser ces communs. Ah, vous avez dit pas mal de choses là, ça va être difficile de, de passer après. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir vraiment à l'essence d'Internet. Parce que, mine de rien, c'est un shift civilisationnel qui est énorme et qui s'est fait en 30, 40 ans. Enfin, c'est rien à l'échelle de nos sociétés. Et au départ, Internet, c'est pas vicié. C'est vraiment une utopie. C'est vraiment, tout d'un coup, on peut partager des savoirs, des connaissances, on peut échanger d'un bout à l'autre de la planète gratuitement, à la vitesse de la lumière, etc. C'est un truc de fou dans les années 70. Mais très vite, et c'est un peu ça qu'on a voulu raconter aussi à travers l'histoire du Bitcoin dans le mystère Satoshi. C'est que très vite, il y a des intérêts, notamment d'entreprises, qui sont arrivés, qui ont vu une manne et qui s'en sont emparés en fait. Et nous, eh ben voilà, on n'a pas vraiment vu le truc venir. On était très très heureux. Oui, quand je dis nous, c'est pas nous le panel, hein, c'est nous consommateurs et citoyens. On était très heureux d'avoir un mur sur lequel mettre des nouvelles et puis avoir nos amis et puis quelque chose qui s'appelait Facebook. Et on voyait ça comme une espèce d'agora virtuelle. C'était gratuit, on payait rien, c'était super. Voilà. Bon, là, j'ai sauté pas mal d'étapes. Hein. J'ai sauté Microsoft, la bulle Internet, etc. Mais les réseaux sociaux sont le moment où on a pris conscience qu'il y avait eu un hold-up, comme le dit Sajida Zouhari dans Le Mystère Satoshi. Et ce hold-up, c'est celui de nos données, effectivement, qui sont devenues le nouvel or, quoi. Une sorte de pétrole du 21e siècle. Et les cypherpunks avaient vu ce truc-là venir. Et Satoshi, quand il crée le Bitcoin, c'est aussi dans cette optique-là de se réapproprier ces données, donc de se réapproprier l'argent, bien sûr, de se réapproprier la monnaie, la possession de ces unités de compte numériques, mais c'est aussi la donnée, de pouvoir d'avoir ce moyen-là de camoufler ces traces sur Internet et les traces de ces transactions, en fait. Donc, oui, on va pouvoir utiliser ce nouveau système qui chamboule tout, qui chamboule vraiment tout. Enfin, nous, on a toujours considéré, notamment la monnaie, mais aussi voilà, les entreprises, les gouvernements, etc., de manière plutôt verticale. Et là, on a un moyen de faire quelque chose d'horizontal. Alors après, si c'est sur Bitcoin, ça peut marcher. Mais si, donc là, je reviens à ta token économie et à toute cette idée-là qui est effectivement très réjouissante. Mais la base, c'est toujours la même, c'est quel protocole on utilise et qui le contrôle. Et en fait, si vous voulez, je prends l'exemple des NFT. Les NFT, pourquoi pas, mais sur Bitcoin. Parce que si vous faites des NFT, par exemple sur Ethereum, donc qui est quelque chose de quand même assez centralisé, ça n'a aucun intérêt. Faisons une base de données qui soit gérée par une entreprise, par un point réellement centralisé. À l'heure actuelle, comme protocole informatique décentralisé, pour moi, il n'y a que le Bitcoin. Et après, on peut construire tout ce qu'on veut au-dessus. On peut faire des couches, des surcouches, etc. Et avoir cette token économie sur un protocole. En fait, si vous voulez, souvent, je pense qu'on peut faire l'analogie entre, par exemple, le protocole HTTP et Bitcoin. HTTP, on s'en sert tous les jours, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ultra important. Et Bitcoin, ce sera peut-être un protocole pour de nouvelles manières de gouvernance, de gouverner, et une nouvelle économie, qui sait. Mais en tout cas, voilà, les bases sont là, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de quel type de protocole on utilise pour décentraliser en fait des secteurs, des outils, voilà, tout ce que vous voulez.
Donc, tu veux dire qu'en tant que citoyen, déjà, le réflexe de survie qu'on pourrait avoir, c'est vraiment de se poser les questions. Je te dis ça parce que, par exemple, tu vois, moi, en tant qu'utilisatrice et non détentrice de Bitcoin, c'est compliqué pour moi de me projeter dans le Bitcoin parce que je vais perdre ma clé en 3 secondes et demie. J'ai essayé d'acheter des cryptos, donc je vais être dépendante et peut-être que je suis un peu, voilà, un cas exceptionnel, mais je ne crois pas de peut-être passer par des tiers et je pourrais m'attendre à ce qu'effectivement ces infrastructures comme l'Internet restent des infrastructures publiques, partagées, qu'on ait conservé effectivement cet esprit et on pourrait s'attendre à ce que par exemple, des monnaies digitales de banque centrale fonctionnent sur des technologies non propriétaires et avec des couches de services au public ou de services publics. Tu vois, enfin, voilà. Mais est-ce que c'est ce que tu veux dire? Est-ce que c'est vers quoi on pourrait, en tant que citoyen, tu vois, quelles sont nos armes en tant que citoyen? C'est le sens de ma question. Quelles sont nos armes? Donc déjà, peut-être s'intéresser à ces notions de données, parce que ça nous donne toujours plus de force que de regarder éventuellement ailleurs, et de se poser la question d'effectivement qui contrôle non, mais c'est vrai de la poser éventuellement à nos banquiers centraux qui sont en train de... Là, c'est vrai que c'est l'écueil que tu soulèves est très juste et très important. C'est effectivement la notion d'éducation et d'accessibilité à ces choses-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué d'utiliser Bitcoin à l'heure actuelle. Et la plupart des gens, finalement... Alors, là, je reste dans notre point de vue d'occidentaux avec des institutions qui fonctionnent. Donc la plupart des gens n'ont pas spécialement besoin d'avoir la gestion de leur monnaie. Ils font très bien confiance, tout à l'heure on parlait de faire confiance à Bitcoin, mais la plupart des gens font très bien confiance à leur banque, à leur gouvernement pour gérer leur monnaie. Mais par contre, si on change un peu de point de vue, et par exemple qu'on se met à la place d'un Argentin qui voit sa monnaie se dévaluer à vitesse grand V, ou le Venezuela, le Liban, enfin tous ces pays-là, tout d'un coup, ça commence à avoir davantage de sens de se dire il y a une alternative technique, un outil qui est là et qui peut me permettre de reprendre le contrôle sur ces choses-là. Voilà. Donc, effectivement, en tant que citoyen et consommateur, il y a des outils, il y a le Bitcoin, on peut utiliser Tor, on peut utiliser PGP si on veut s'envoyer des messages totalement chiffrés, mais ça demande effectivement encore beaucoup de connaissances et de technicité. Donc je crois que c'est un des challenges auxquels les gens de l'écosystème Bitcoin s'attaquent en ce moment. C'est aussi cette question du X, quoi. Enfin, qu'une expérience utilisateur soit un peu plus simple et un peu plus immédiate et qu'on comprenne, quoi. Alors, moi, j'ai juste une petite question que je pose à l'Assemblée, enfin à vous. C'est la réversibilité ou la convertibilité du Bitcoin avec une monnaie numéraire. Parce qu'effectivement, tant qu'on a ça, le Bitcoin est soumis à totalement dévoyé. Bah oui, voilà. oui. Je pense que là, est-ce qu'on peut imaginer que demain, ça ne soit plus le cas, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette réversibilité? Oui, c'est possible en fait, mais je pense qu'on ne le verra peut-être pas de notre vivant. Peut-être qu'un jour, le cours du Bitcoin se stabilisera et qu'on pourra l'utiliser comme monnaie de référence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'en servir comme d'une monnaie, c'est compliqué parce que les pizzas qu'on achète en 2010, elles valent 200 millions 5 ans plus tard, quoi. C'est ça. Donc c'est une monnaie, mais c'est pas une monnaie dont on a envie de se servir. C'est trop volatile. Enfin, elle est trop volatile. Satoshi parle de l'or, mais l'or n'a jamais été aussi volatile. Enfin, l'or est très volatile quand même. Oui, mais pas autant. Voilà, pas autant. Ouais. Mais du coup, ce qu'a fait le Salvador quand ils ont adopté le Bitcoin là, il y a un an, c'est qu'ils ont donné la possibilité aux usagers et aux commerçants de tout de suite convertir en dollars s'ils voulaient avoir un truc stable. Voilà, ça dépend du degré de risque que vous êtes prêt à accepter. C'est casse-gueule. Puisqu'on est dans le casse-gueule, un petit mot sur nos chers banquiers centraux. Ayez confiance. À la fin du documentaire, Satoshi aborde cette question. Il y a également une intervention de Yorick de Montbains, qui est un haut fonctionnaire énarque français qui travaille à la Cour des comptes. Et c'est intéressant parce qu'il aborde ce sujet des monnaies digitales de banque centrale, alors sous l'angle un peu worst case chinois, rating social.
Et en même temps, il dit qu'il peut y avoir quand même une tentation auprès des autorités européennes d'aller vers cet outil de contrôle des populations. Alors, pour notre bien, dans une certaine mesure, question ouverte, de votre point de vue à tous les deux, est-ce que l'arrivée des monnaies digitales de banque centrale est en train de signer petit à petit la fin de la liberté de l'argent et peut-être la fin de la liberté tout court? Personnellement, je pense qu'il y a un réel danger. Ouais. Il y a un réel danger parce que c'est la fin du cash, vraisemblablement. Aller expliquer ça aux Allemands, ils adorent le cash, ils ne vont pas effectivement utiliser le cash comme ça. Et puis quelque part, ça veut dire que toutes les transactions, tous nos faits, nos gestes sont suivis. Donc effectivement, c'est ce qui a été dit dans le mystère Satoshi, ou l'économie chinoise, où en plus tout est groupé. Donc toute la gestion des données est centralisée. Donc tout à l'heure, je vous parlais du digital wallet. D'ailleurs, on ne sait pas qui va gérer le digital wallet et qui va gérer notre identité. Mais imaginez qu'on croise notre identité digitale, le digital wallet et effectivement l'euro numérique. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus aucune liberté, plus aucune vie privée. C'est quelque chose de fou et c'est inacceptable. Enfin, on n'est pas né sur Terre pour ça. Je pense que moi, de toute ma force, je me battrai contre ça. Ce qui est intéressant sur cette notion-là, c'est que finalement, cette technologie, oui, comme tout outil, ça peut apporter le pire et le meilleur. On va probablement connaître une période où ça ne va pas consolider nécessairement de la bonne manière, mais finalement, dans cette notion de confiance, on part du principe au départ sur le Bitcoin et au travers de ce qui a été mis en avant, qu'il y avait une recherche d'alternatives, il y a une forme de reconcentration comme pour Internet. Ça pose vraiment la notion de confiance. La notion de confiance, c'est la notion de confiance dans le pouvoir, qu'il soit technologique ou démocratique ou autre, et de l'âme de ce pouvoir. Et finalement, dans toute l'histoire, il y a de la cyclicité dans la couleur d'âme du pouvoir. Donc, moi, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont dans des pouvoirs un peu régaliens, qui ont une vision qui est probablement la tienne, avec des ledgers propriétaires des individus, en mode des wallets individuels pour gérer l'identité, pour gérer la donnée personnelle, pour gérer les données médicales, pour gérer les données financières et l'argent. Et d'autres personnes ont un intérêt à voir les choses différemment, motivées pour bonnes raisons ou pas d'ailleurs. Mais moi, j'aurais tendance à dire que Bitcoin a esquissé quelque chose vraiment de très bien technologiquement, avec des usages qui sont excellents. Mais il y aura toujours des concurrents, des usages différents. Et Bitcoin, à ce stade, ne peut pas totalement concurrencer des armées, les passions humaines, en tout genre. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, la notion de confiance est essentielle. Et pour revenir un peu sur l'historique de cette création de valeur qu'on a vue au travers des cryptos, toutes les altcoins sont nées de la confiance en Bitcoin. Bitcoin est né de la confiance dans les monnaies fiat, parce que l'étalon du Bitcoin, s'il y a eu de l'hype, c'est parce que ça se valorisait. C'est une vision caricaturale, mais donc dans les monnaies fiat sont nées de la confiance dans l'or. On peut en discuter aussi, mais et finalement, moi j'aime bien dire qu'en anglais, quand vous prenez gold, vous rajoutez une équerre, enfin vous enlevez l'équerre de gold et vous obtenez god. Et donc, non mais c'est idiot, mais vous rentrez dans une notion d'absolu dans la confiance. Et comment créer la confiance dans l'absolu, que ce soit d'un point de vue monétaire ou de la data ou de la gouvernance ou de la politique, c'est une question très très profonde finalement. Wow, encore une fois, c'est sur moi que ça tombe. Non, oui, alors, c'est pas faux, c'est ma faute, je l'ai cherché. Ouais, donc deux choses, effectivement. Sur cette notion de confiance, c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en fait, on a cet outil nouveau, Internet, et finalement, qui change totalement les rapports de confiance. Enfin, comment je fais confiance à la personne à l'autre bout du monde pour m'envoyer une somme d'argent, faire un travail ou m'envoyer un colis, quelque chose. Enfin, comment je fais pour être sûr que c'est bien la personne qu'elle prétend être, quoi.
Et en fait, tout d'un coup, avec Bitcoin, on a cette confiance incarnée dans un mécanisme sur les réseaux. Donc là, je parle plus de monnaie, mais je me dis effectivement peut-être que il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui va permettre d'incarner la confiance dans tous nos réseaux d'échange. Enfin, c'est un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la token économie. Mais on est encore qu'aux prémices, donc c'est difficile de voir voilà, ce qui va se passer. Si ça se trouve, dans 5 ans, ça ne vaut plus rien et puis on n'en parle plus. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Et ensuite, sur la question des données, moi, je voulais apporter mon éclairage qui est plutôt optimiste, en fait. Je pense que, d'une part, on a, en tout cas dans notre pays, dans notre Union européenne, on a des garde-fous. Voilà, des choses qui nous protègent effectivement de tous les écueils que vous avez soulevés. Et puis ensuite, on a, grâce à, entre autres, Bitcoin, vous allez croire qu'à chaque fois je parle de Bitcoin comme d'une solution, on a des alternatives. Si jamais nos garde-fous échouent à nous protéger de certaines dérives, on a des alternatives. Donc encore une fois, Tor, PGP, les VPN, Bitcoin, etc. Voilà. En fait, on le saura que quand on sera confronté à ce genre de choses. C'est vrai que Bitcoin fleurit dans les pays qui ont un petit peu ce côté chaotique, quoi. On voit que l'utilisation de Bitcoin est très forte dans les pays à forte inflation, dans les pays où il y a une défiance au niveau des gouvernements, des banques, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant à souligner.